Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rendre visite à Jean dans le charmant village béarnais de Arzac-à-Raziguet, situé dans les Pyrénées-Atlantiques, à la frontière des Landes. Je me suis régalée à interviewer Jean. D'abord car la fin du confinement m'a permis d'aller directement dans sa ferme et de voir des vaches. Rendez-vous d'ailleurs sur le compte Instagram du podcast qui s'appelle La Clé des Champs Podcast pour les voir vous aussi. Et ensuite parce que Jean est passionné par l'élevage et croit très fort à ce qu'il fait. Une agriculture raisonnée, respectueuse de ses animaux et de son environnement. Ce qui est important pour Jean aussi, c'est de renouer le lien entre producteurs et consommateurs pour expliquer ce qu'il fait, et c'est notamment ce qui l'a incité à développer la vente directe dans sa ferme. Mais vous le verrez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour qui veut faire de l'agriculture raisonnée. Quotidien chargé et diversification sont nécessaires pour pouvoir se dégager un revenu. Je suis repartie de chez Jean avec un nouvel élan d'énergie. Il transmet ça, Jean. Il transmet sans le vouloir ses valeurs essentielles à une vie heureuse, l'humilité, la passion et le travail. Et ça vous remet la tête à l'endroit. J'espère que l'écoute de cette discussion vous fera le même effet. Bonne écoute! Bonjour Jean, tu vas bien ? Bonjour Louise, ça va et toi ? Très bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation, puisque le confinement est fini, ça y est, on peut bouger un petit peu plus. Et donc j'ai la chance d'être au milieu de tes vaches à cet instant. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu déjà qui tu es, où c'est qu'on est et un peu ton exploitation ? Donc je m'appelle Jean Basta, j'ai 30 ans. Je suis tout récemment installé sur l'exploitation familiale, donc je suis installé depuis septembre 2016. Donc j'ai rejoint mon père et mon oncle, donc on est une petite structure à taille humaine, une structure familiale. Voilà, je fais partie de la 3e génération d'agriculteurs, puisque c'est mes grands-parents qui avaient lancé ce projet, une exploitation toute jeune. Voilà, après moi, de par mon passé, donc j'ai travaillé 6 ans et demi à l'extérieur. Donc j'ai une formation plutôt qui touche aux productions animales, puisque j'ai un BTS production animale et une licence en technico-commerciale. Pendant 6 ans et demi, j'ai travaillé pour un label rouge et une IGP qui s'appelle le Bœuf de Chalosse. Et ensuite, j'ai fait de l'appui technique, toujours dans le bovin viande, où j'ai pu me tisser un réseau. Je travaillais à la Chambre d'agriculture des Landes. Et pendant ces 6 ans et demi, j'ai mûri, j'ai côtoyé des agriculteurs qui m'ont fait grandir et qui m'ont donné envie de me lancer et de rejoindre mon père et mon oncle sur la ferme. Ouais, ça n'a pas été trop compliqué finalement d'arrêter ton job pour reprendre l'exploitation. C'était quand même un vrai défi, non, pour toi ? C'est le mot. Je pense que c'est un gros défi. Il y a énormément de motivation, d'idées qui germent. Alors on se dit, cette idée c'est la bonne, et puis 6 mois après elle peut changer. Je pense qu'il est très important après de la mûrir, cette réflexion, cette décision de l'installation. Moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui me poussait après les études à aller voir ailleurs, parce que si je m'étais écouté, moi je serais vite revenu ici, puis ça aurait été une bêtise, avec du recul aujourd'hui, parce que j'étais pas assez mûr. J'aurais foncé tête baissée sans avoir derrière le recul nécessaire. Et puis ces 6 ans et demi de travail à l'extérieur m'ont aussi permis de me tisser un réseau. Ça c'est que bénéfique pour le futur. Et tu peux nous décrire un petit peu ton exploitation, là, combien il y a de vaches qui nous entourent et ce que vous faites d'autre dans la ferme ? Ouais. Donc là, on est au cœur de l'élevage. Ici, on est dans les bâtiments qui accueillent les animaux en période hivernale. Alors là, c'est un petit peu exceptionnel parce que là, on vient d'essuyer 120 mm de pluie. Parce que chez nous, les animaux, ils pâturent d'une manière normale de mars à novembre. Et puis là, surprise, début mai, on prend 120 mm d'eau. Et donc on s'adapte pour le confort des animaux. Ici, le bien-être animal, c'est notre quotidien en fait. Et donc on a rentré tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en présence
des 70 mères du troupeau, à peu près avec les petits veaux là, on a un cheptel de 135 animaux qui nous entourent. Voilà, et on espère avec les beaux jours de la semaine prochaine pouvoir lâcher tout ce petit monde dans les pâtures. Voilà, parce que voilà, l'exploitation elle est composée de la manière suivante. On a 115 hectares de surface. Et dans ces 115 hectares, en fait, on a une grosse dominante qui est tournée sur l'herbe. Parce qu'on a une exploitation, on va dire, extensive, hein, puisque nos 70 mères, elles vont sur 70 hectares d'herbe. Jean se coupe parce que je le décris pour nos auditeurs. J'ai une vache qui est en train de lécher mon sac à dos que je vais décaler du coup. Ouais, il faudra le mettre à la machine ce soir un peu. Bon, eh bien écoute Jean, puisqu'apparemment les vaches ne veulent plus de nous ici, je te propose qu'on aille poursuivre notre discussion au calme. Très bien. Bon, nous voilà revenus au calme à l'intérieur. Jean, alors tu le disais tout à l'heure, vous avez un élevage qui est extensif parce que je crois que ça te tient à cœur de faire une agriculture raisonnée. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que ça signifie concrètement de faire une agriculture raisonnée et pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors une agriculture raisonnée, en fait c'est le centre de décision de l'agriculteur ici, au GAEC Basta, sur notre société. En fait, elle est raisonnée pourquoi ? Dans notre réflexion, on essaie de s'adapter aux besoins du troupeau. C'est-à-dire que c'est le troupeau qui est au cœur de notre réflexion. Notre troupeau, en fait, pour subvenir à ses besoins, on a une période de pâture. Donc de mars à novembre, nos animaux vont dehors, voilà, en extérieur. Et ensuite, dans notre choix au quotidien, voilà, on implante des cultures par rapport aux besoins de nos animaux. C'est-à-dire que nos animaux, pour subvenir à leurs besoins en période hivernale, là où ils sont logés à l'intérieur, on va avoir besoin de paille pour assurer une litière convenable à nos animaux. Donc là, pour faire cette paille et être autonome, on implante de l'orge, on implante du blé, on ramasse le grain qu'on vend ou qu'on donne à nos animaux et on récolte aussi la paille pour faire du stock pour la période hivernale. On implante aussi donc du maïs. Le maïs, lui, qu'on va donner à manger aux animaux. Ensuite, on produit aussi du soja. Donc nous ici, dans notre notion d'agriculture raisonnée, on est un élevage sans OGM. Ça, c'est notre cœur de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème pour être non OGM, c'est le soja. Nous, on a fait le choix cette année d'être autonome en soja, en implantant plus de soja dans notre parcellaire. Parce que le soja, il apporte plus de protéines qui permettent du coup d'apporter l'alimentation dont la vache a besoin, c'est ça ? Exactement, ouais. Le soja, un tourteau de soja, pour te donner un ordre de grandeur, va faire 46% de protéines. Un tourteau de tournesol va lui faire 33%, mais va être plus pourvu en matière grasse. D'accord. Voilà. Et du coup, les agriculteurs qui utilisent les OGM, c'est parce que justement, il leur manque ces protéines-là ? Exactement, et puis parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce que jusqu'à il y a quelques années, la France, et encore maintenant, importe énormément de soja. Et le soja qui est produit au Brésil, qui est produit aux États-Unis, c'est du soja qui arrive sur nos ports et voilà, dans ces pays-là, les OGM sont autorisés. Voilà. Après, on peut faire le choix. Nous, on fait le choix dans notre alimentation. On produit 98% de notre volume d'alimentation pour le troupeau et ces 2%-là, voilà, on les achète. Ça veut dire que la ferme, elle est quasiment totalement autonome. Exactement. Puis c'est cette réflexion-là sur Elle est raisonnée dans le but d'essayer de compresser nos charges pour maximiser nos produits. Parce que c'est une réflexion au quotidien. Voilà. Quand on n'arrive pas à vendre à un prix décent, il faut essayer de compresser les charges au maximum, de se dire est-ce que je peux réduire mes frais de mécanisation ? Est-ce que je peux faire plus de rotation ? Et du coup, de produire les cultures et l'alimentation de tes vaches sur la ferme, ça te coûte moins cher que de les acheter ? Ah bien sûr. Ouais, ok. Et le fait d'avoir choisi une agriculture raisonnée, raisonnée, ça a aussi impliqué que vous ayez un troupeau qui soit de taille plutôt moyenne. Tu parlais de 70 vaches qu'on a vu ici. Ouais. Quand on rentre dans le hangar, ça paraît pas du tout démesuré. Ça aussi, c'était un choix délibéré de votre part, de limiter la taille du troupeau ? Alors, c'est de limiter par rapport à ce qu'on est capable, nous, d'assumer au niveau travail. On est sur une structure où on a la chance d'être 3 associés. Et au niveau rotation des week-ends, au niveau gestion des pics de travail,
C'est quand même assez agréable de pouvoir travailler à 3, de s'épauler. Alors bien sûr, on est 3 tempéraments assez forts, donc des fois ça fait des étincelles, mais le gros avantage de travailler en famille, c'est qu'il y a toujours ce respect et cette envie d'avancer ensemble. Voilà. Après, 70 vaches, il faut se dire que c'est un troupeau à taille humaine, hein, mais ça demande aussi beaucoup d'investissement. Hein. Ça demande de l'investissement matériel. Parce que quand on a des bovins, il faut pouvoir faire des céréales, il faut pouvoir faire des fourrages, il faut pouvoir loger ces animaux, il faut pouvoir faire pâturer ces animaux. Et voilà, et après, j'inclus par-dessus ça tout ce qui est surveillance. La surveillance qui est primordiale, l'assistance et l'aide qu'on peut apporter aux animaux. Voilà. Et c'est cette complémentarité entre l'homme et l'animal moi dans laquelle je me retrouve totalement. Tous les jours, quand j'ouvre la porte de mon bâtiment des vaches, quand j'ouvre la porte de mon poulailler, je suis quelqu'un d'heureux dans ce que je fais, je suis quelqu'un de motivé parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir les meilleurs résultats et puis que nos animaux soient le mieux possible. Et justement, l'élevage pour toi, c'était une passion au point de... Tu l'as dit, tu as passé 6 ans sur un autre job à la Chambre d'agriculture des Landes où ça pouvait être plutôt confortable finalement de continuer sur cette voie. C'était une prise de risque de reprendre cette exploitation-là. Toi, l'élevage, ça t'amène jusque-là. En fait, c'est une passion à ce point-là. Ouais, en fait, moi, c'est viscéral un peu. Ouais. Depuis petit, quand on est sur une exploitation familiale, on se fait toujours... on est embrigadé, on est fier de son père, du travail de son père, de son oncle. Puis voilà, j'étais comme tout jeune en milieu rural qui a grandi dans une ferme. J'étais un peu dans leur jupon. Puis après, voilà, quand vient l'adolescence, ça s'est conforté. D'aller travailler à l'extérieur, ça m'a fait me rendre compte aussi que j'avais envie d'entreprendre pour moi, pour faire perdurer le travail aussi des générations passées au sein de la famille. Je me suis installé à l'âge de 26 ans et là j'étais arrivé en fait à un tournant. Soit je devenais carriériste dans mon travail, mais en fait je crois qu'au fond de moi je ne l'ai jamais été. Toujours fait les choses par passion, même dans mon travail, mais voilà, j'avais ce besoin d'entreprendre et de revenir travailler auprès des miens. Alors, je savais les sacrifices que ça demanderait, mais pour ça, j'ai la chance d'être bien épaulé au quotidien. Alors, de par ma famille, de par ma femme, voilà, tout cet entourage fait qu'on vit avec des hauts, avec des bas, et voilà, pour rester la tête sur les épaules, l'entourage est hyper important. Tu parles de sacrifice, c'est quoi qui est le plus dur pour toi aujourd'hui en tant qu'agriculteur ? En fait, c'est que on ne débranche jamais trop, quoi. On est tout le temps branché sur 10 000 volts. En plus, quand on travaille avec du vivant, alors que ce soit les espèces végétales, mais encore plus animales, on ne peut pas relâcher la pression. C'est-à-dire que même si on peut s'organiser le travail pour se simplifier le quotidien par de la mécanisation, par de la technologie aujourd'hui. Les semaines sont hyper remplies. Le printemps, il y a la mise à l'herbe, il y a les cultures. Vient après l'époque des foins, de l'irrigation. L'automne, voilà, on ramasse les cultures. Après vient la rentrée des animaux à l'étable. Enfin voilà, et puis c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Mais à la fois, on a un métier tellement riche que des fois on est aspiré, quoi. On est aspiré, puis c'est là où des fois et d'autant plus quand on est jeune et quand on a plein d'idées en tête et tout, c'est vachement important de savoir écouter aussi, de dire allez, non, calme-toi. Le plus dur, c'est ça. Et j'ai la chance d'être avec mon père et mon oncle qui peuvent m'épauler sur ça pour pas me laisser, pour pas que je sois absorbé à 100% par mon laisser travail. Manger. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que tu emploies le terme d'entreprendre et ce que tu décris, c'est globalement... moi, j'ai la chance de fréquenter des entrepreneurs à Paris, mais le fait d'avoir le métier qui sort pas de la tête, du risque de se faire manger, c'est exactement les problématiques qu'ils rencontrent. Les agriculteurs, vous êtes de vrais entrepreneurs aujourd'hui. C'est ça. J'ai 30 ans et je trouve ça hyper important. J'ai envie d'entreprendre, mais aussi d'avoir une famille, de fonder une famille, d'être heureux. Et pour ça, voilà,
il faut pas oublier ces petits moments où il faut débrancher un peu, il faut savoir penser à autre chose. Mais là, voilà, au bout de 4 ans, déjà, ma vision et mon quotidien, il est différent aujourd'hui d'il y a 4 ans. Quoi, voilà. Ouais, bien sûr. Et petit à petit, on prend ses marques. Voilà, c'est normal. Et tu parlais que tu avais plein d'idées. Je crois une des idées que tu as proposées à ton oncle et à ton père en arrivant, c'est de développer la vente directe. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce qu'eux, ils l'ont ça bien accepté, ils t'ont suivi tout de suite, ou est-ce que tu as dû te battre un peu pour le mettre en place ? Et comment tu as fait pour développer tout ça ? Le projet vente directe, en fait, c'est tout neuf. On a attaqué en mars 2020, là. C'est une réflexion que j'ai mûrie depuis 4 ans, mais j'avais envie que ce soit bien fait. Donc du coup, avant de trouver le temps et de mûrir ce projet, voilà, j'ai mis 4 ans. Et donc c'était il y a 2 mois, du coup, au cas où. Je ne sais pas quand les gens nous écouteront, mais du coup, c'était il y a 2 mois. C'était il y a 2 mois. Donc, en fait, j'ai simplement voulu raconter, dans un premier temps, à travers un flyer, le cœur de notre métier, ce qu'on fait au quotidien, nos motivations, et ce qu'on avait envie de proposer aux gens. Avec dans le cœur de la réflexion, en fait, c'est de renouer, de tisser du lien avec le consommateur dans une notion de proximité. On était parti vraiment dans l'inconnu. On a fait ce flyer, on a été le déposer dans quelques comités d'entreprise, localement, petite échelle, dans la boulangerie du village, dans les tournées des facteurs, on a fait du porte-à-porte un peu. Puis je me sers pas mal des réseaux sociaux aussi pour relayer l'info. Donc ça, c'est un pouvoir de percussion énorme. Surtout les siens, ils ont beaucoup de likes. Ouais, c'est vrai que j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là pourvu que ça dure. Et puis voilà, on est parti comme ça, mais vraiment dans l'inconnu. On a aménagé un petit lieu de vie dans lequel on est, un petit point de vente dans lequel les gens viennent retirer leur colis, parce qu'en fait nous on fait pas de livraison. Les gens viennent à la ferme. Dans notre réflexion, en fait, on avait envie que les gens se mêlent à notre quotidien. Les gens, ils viennent retirer leur colis ici, boire leur café, on discute, on répond à leurs questions. Mais il y a vraiment cette envie de tisser du lien avec nos locavores, on les appelle comme ça, les gens qui font le choix de consommer local. Et ça, je trouve ça hyper important. Et puis vraiment, en plus, parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. Et chaque personne qui veut demander à rentrer dans nos bâtiments d'élevage, à aller voir les animaux au champ, on est hyper content de leur ouvrir nos portes, quoi. Ouais. Voilà. Je crois même qu'il y a une de tes clientes qui a eu la chance de voir un vélage, donc la naissance d'un veau, quand elle est venue acheter son panier. À la dernière vente, ça fait partie des joies du direct. On avait une cliente qui était là, donc la discussion s'engage et une vache avait commencé à mettre bas et tout s'est très bien passé et les clientes ont vu la complémentarité en fait de l'homme et de ces animaux en fait, parce que dans un moment comme ça, sans l'aide de l'homme, on peut perdre un veau, on peut perdre une vache. Pour la petite histoire, c'est beau parce qu'en plus les dames, elles étaient vachement émues. Pour nous, c'est notre quotidien. Après, un vélage, c'est toujours quelque chose, de mettre un veau au monde. Voilà, on est moins émotif que quelqu'un qui voit ça pour la première fois, mais c'est toujours impressionnant. Et puis on a fait ce petit lieu sympa où les gens viennent retirer leur colis et pour le moment, ça marche très bien parce qu'en fait, au niveau des objectifs qu'on s'était fixés, on était parti sur une vache par trimestre. On s'était dit, ce sera déjà super bien. Et en fait, on s'était dit que, parce qu'on a un négociant avec lequel on travaille, et on s'était dit, si on fait 4 vaches en vente directe par an, ce sera bien, et puis le reste, on continuera comme à notre habitude à vendre ces vaches-là à notre négociant. Et puis en fait, depuis le mois de mars, là, on n'a vendu qu'une vache à notre négociant, et puis tout le reste, on l'a passé en vente directe. Après. Il n'est pas content, le négociant. Non, au contraire, il est hyper fier. Il est content que nos voisins, que les locaux consomment comme ça, quoi. Et du coup, donc avant, tu vendais tout par le canal traditionnel. Ouais. Et maintenant, ton objectif, c'est de développer en parallèle la vente directe. Ouais. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu vends quasiment tout en ce moment en vente directe et plus en circuit traditionnel. Et en plus, c'est une aventure collective. On y est parti à 3 là-dedans. Et puis, franchement, c'est une réelle découverte. Parce qu'en fait, on aime cette proximité avec les gens, expliquer ce qu'on fait. La réflexion, elle est tournée aussi autour du bilan carbone. Nos animaux, aujourd'hui, on les amène de notre ferme jusqu'à un abattoir en fait, qui se trouve à 18 km de chez nous.
Donc déjà, voilà, on limite le stress des animaux. Et ensuite, le laboratoire dans lequel on met en conditionnement se trouve, pareil, à 18 km de chez nous. Donc, et les gens viennent retirer leurs colis ici. Donc je trouve que... Et je crois aussi, je voyais, il y avait une pizzeria du coin qui faisait ses pizzas avec sa viande aussi. Ouais, tout à fait, qui propose notre viande dans ses plats du jour. Mais tout ça, c'est vachement gratifiant, quoi. Alors, bien sûr, nous, on est des éleveurs, on aime nos animaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole. C'est qu'on est éleveurs, on travaille au quotidien avec nos animaux, on les aime. Mais voilà, après, derrière, il y a cette notion d'élevage, d'amour. Vous voyez, il y a une réplique que j'aime bien, pas d'élevage sans amour. Mais après, il y a aussi cette notion de vivre de son métier. C'est pour ça que nous, on travaille avec une race à viande. Donc, nous, on a un élevage de race blonde d'Aquitaine. Et la finalité de cette race, c'est bien sûr de faire de la viande. Voilà. Donc, nous, nos animaux, on les élève, on fait naître tous nos animaux. Voilà, on est un élevage naisseur-engraisseur. Donc, notre premier but, c'est de faire naître. Et ensuite, nous finissons nos animaux avec les céréales produites sur la ferme pour ensuite pouvoir vivre de notre métier et avoir des ventes, quoi. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et du coup, de ce que tu dis, j'ai l'impression que tu as développé la vente directe pour 3 objectifs. Donc, le premier, de transmettre aux consommateurs finalement votre quotidien, pourquoi vous faites ça et qui voit d'où vient le produit. Le deuxième, de faire vivre aussi en local et de respecter l'environnement en ayant un circuit plutôt réduit, enfin un circuit court en fait. Sûr. Et puis le troisième, j'imagine aussi, c'est de te dégager plus de revenus, puisque j'imagine que la vente directe me permet de marger un petit peu plus. Exactement. Mais voilà, moi j'ai pas de tabou. Donc on s'est rajouté du travail supplémentaire. Voilà, donc nous, en fait, pour conditionner et recevoir les gens, en fait, ça nous rajoute 2 jours de travail supplémentaires. Mais derrière, il y a une plus-value sur toutes les vaches qu'on a passées depuis mars. Je suis assez cartésien. Après chaque vente, je fais le bilan, voir comment les vaches sont rendues, sur les rendements, sur la marge nette au final. Les marges supplémentaires qu'on fait, ça oscille entre 680 et 720 euros par vache depuis le début des ventes. Okay. Donc c'est pas négligeable. C'est du travail en plus, mais c'est du travail qui est très valorisant pour nous, cette proximité et de pouvoir tisser du lien avec le consommateur. Au départ, on était parti pour faire 4 vaches par an avec cette plus-value. Si l'histoire continue, tant mieux. Tous les sacrifices qu'on fait, et puis la passion, mais un jour, ça finit toujours par payer, quoi. Quand tu dis 780 euros, c'est la plus-value totale que tu fais sur la vache ou c'est en plus de ce que tu avais l'habitude de faire avec le négociant classique? Alors, c'est en plus de ce qu'on avait l'habitude de faire en circuit conventionnel. Ouais, ok. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Et on en parlait un petit peu en off, mais est-ce que tu pourrais nous décrire la décomposition de tes coûts? Mais en fait, en moyenne, là, sur les vaches qu'on a valorisées en vente directe depuis le mois de mars, on est à 1820 euros de charges d'abattage et de prestations de découpe, conditionnement. Donc c'est une prise de risque, mine de rien. On met 1900 euros sur la table. C'est par vache, le 1900 euros? C'est par vache, ouais. C'est par vache. Ouais, on ne se rend pas compte que ça coûte si cher d'envoyer une vache à l'abattoir. C'est ça, ouais. Mais parce qu'après, derrière, il y a toutes les normes sanitaires à mettre en œuvre pour ne pas couper la chaîne du froid. Nous, on travaille avec dans nos colis, en fait, il y a 60% de viande noble et 40% de viande hachée. La viande rouge, ça reste un plat plaisir, ça reste un plat festif. Mais ça peut aussi, avec des morceaux moins nobles, être un plat pratique. Voilà, je pense au steak haché, je pense nous on fait de la saucisse de bœuf aussi pour varier les plaisirs. Et par rapport aussi aux clients qu'on rencontre, beaucoup de jeunes viennent... Et je me dis que en fait, c'est là où je suis hyper fier parce que voilà, je me dis que ces jeunes parents, ces parents en devenir, ils sauront aussi inculquer cette notion de bien manger, d'aller au bout des choses, de leur réflexion sur les modes de consommation. Et je me dis qu'en fait, on est en train de partir dans le bon sens. Ouais, je crois aussi. Et puis la crise, j'ai l'impression, a servi d'accélérateur à ce niveau-là. Et il y a aussi peut-être un préjugé qui est en train de se casser, c'est qu'on a l'impression qu'acheter de la viande rouge auprès d'un petit producteur ou un truc français, c'est cher. Je vais regarder un peu le prix sur Auchan du bœuf. Et en fait, on s'aperçoit que chez Auchan, le bœuf Charal, les 2 pavés de bœuf Charal, ils le vendent 26 euros le kilo. Ouais. Quand tes paniers à toi, ils sont entre 15 et 16 euros le kilo. Ouais. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut aussi avoir peut-être de la meilleure viande à un prix plus accessible en passant par un petit producteur. Exactement. Le plus dur,
dur, c'est de faire le premier pas et de pousser la porte. Voilà. Et de l'avoir pas loin de chez soi. Ouais, c'est parce que tout le monde n'a pas la chance. C'est ça. Mais après, voilà, nous, en fait, on propose des colis de 10 kilos ou de 5 kilos, voilà, pour s'adapter à tous les budgets. Mais ça fait quand même voilà, une petite mise. On est conscient de ça parce que voilà, dans le panier moyen, mais voilà, quelqu'un aujourd'hui qui va venir nous chercher 10 kilos de viande, il va mettre 150 € sur la table et je comprends que voilà, il faut pouvoir les mettre. Par contre, dans la discussion qu'on a avec nos consommateurs, en fait, on s'aperçoit que les gens ils veulent mieux manger. Donc, c'est-à-dire ils veulent acheter peut-être moins, mais meilleur. Et en fait, quand on achète meilleur, on a moins de reste, je pense. Tout est bien valorisé. Mais ne pas quitter des yeux, franchement, cette notion de plaisir et de qualité du produit. Qualité, voilà, et de pouvoir échanger avec la femme ou l'homme qui a fait ce produit. Voilà. Pour finir là sur le sujet de la vente directe, donc je voyais ton flyer qu'on a juste là. Je vois aussi que sur Facebook, tu te retrouves à faire des jeux concours pour tes clients. Moi, je suis en marketing, c'est presque assez proche de ce que je fais. Au final, cette vente directe, ça t'oblige aussi à découvrir un nouveau métier et faire du marketing et de la vente, quoi. Ça rend notre métier en fait encore plus riche que ce qu'il est et on doit se renouveler. Voilà, il faut sortir des sentiers battus, quoi. Puis si on veut entretenir et tisser du lien avec nos clients, voilà, on est obligé de jouer le jeu. Ça nous permet d'expliquer aussi vulgairement, mais notre métier, quoi. Voilà. Ouais. Tu disais, la vente directe, ça te permet d'accroître tes revenus. Je crois que tu as été amené à te diversifier dans les poules pondeuses. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à ce choix ? Exactement. Mais en fait, moi, mon projet d'installation, ça a été de développer une activité de poule pondeuse reproduction. Donc voilà, on a créé cet atelier en 2016. On l'a mise en route en 2017. J'ai eu plusieurs projets d'installation, mais il a fallu que je me résigne au choix que je ne pourrais pas m'installer sur un projet bovin. Voilà. Quand tu as voulu rejoindre ton père et ton oncle, en l'état, avec l'état actuel de la ferme, vous ne pouviez pas être trois à vous dégager du salaire. Tu avais besoin d'apporter quelque chose de supplémentaire. Voilà. Quand je me suis installé en 2016, il fallait générer un projet supplémentaire pour créer et dégager un troisième revenu sur la société. Voilà. J'ai mené plusieurs pistes de réflexion et mon choix s'est porté. Alors mon choix, non, c'est un choix collectif parce que quand on revient comme ça sur une société, d'autant plus quand on l'intègre, il faut composer, et ça c'est normal, il faut que ce soit un choix qui soit collectif. Voilà, donc moi j'étais porteur de projet, mais c'était un choix qui était validé par mon oncle et par mon père, ce qui est hyper important pour après développer dans de bonnes conditions le projet. Donc voilà, on a développé cet atelier de poule pondeuse en 2017 pour essayer de générer de la valeur ajoutée supplémentaire sur la structure, c'est-à-dire d'avoir des rentrées d'argent plus dynamiques que ce qu'on ne fait avec le bovin. On va tout savoir sur les œufs avec mon podcast. C'est ça. Et quand tu disais que ça dynamise tes revenus, c'est que toutes les semaines, on t'achète des œufs, c'est ça ? Voilà. Contrairement aux vaches où là, on est sur des cycles de production plus longs. Ouais. Exactement. Nous, là, on a un versement toutes les semaines. Une fois qu'on est en production, en fait, avec notre lot de poules, on travaille pendant 10 mois et demi. On a 10 mois et demi de production. Et là, pendant ces 10 mois et demi, on est payé chaque semaine. On a une rentrée d'argent qui correspond bien sûr aux résultats techniques de notre atelier et du nombre d'œufs qu'on vend. Ouais. Voilà. Et je pense que toi, ton rêve, c'était de reprendre les bovins et de faire seulement ça et d'avoir cette agriculture très raisonnée, respectueuse de tout le local, etc. Mais que finalement, ça te suffit pas à te dégager un salaire aujourd'hui. Le système, il est fait de telle sorte que tu es obligé de te diversifier, d'avoir une activité à côté. Ouais. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que pour mener à bien un élevage de bovins, il y a beaucoup de charges de structure qui se greffent à un élevage de bovins. Comme je vous disais, il y a beaucoup de charges de bâtiments. Si on veut travailler et loger nos animaux dans de bonnes conditions, il faut investir dans des bâtiments. Ce sont c'est des projets très onéreux, des bâtiments pour loger nos animaux. Il faut avoir un parc matériel qui soit adapté pour pouvoir faire nos céréales, pour pouvoir récolter notre foin. Il faut pouvoir avoir le parcellaire nécessaire aussi pour faire pâturer nos animaux.
C'est un cumul de charges qu'on arrive à compresser, bien sûr, et de par notre réflexion d'autonomie, de mieux valoriser nos produits. Mais en fait, on est tellement à couteau tiré avec les marges qu'on dégage que ça reste des ateliers fragiles tant qu'on n'a pas une structure amortie, quoi. Ouais. Voilà. Il y a cette notion d'entreprendre, mais qui dit entreprendre dit investir. Et en fait, comme tout entrepreneur, il y a des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Dans l'agriculture, il y a le facteur temps, des intempéries qui peuvent se greffer. Il peut y avoir le facteur sanitaire aussi. Dès qu'on travaille avec des animaux, on n'est pas à l'abri. On le voit avec l'espèce humaine aussi actuellement. Ce sont des sujets d'actualité. Nul n'est à la merci d'un épisode sanitaire qui peut tout remettre en question. Ouais. Donc là, tu parles que tes vaches elles aient une maladie et que tu sois amené à battre tout ton troupeau. Si tu veux, dans notre réflexion, c'est d'essayer de diversifier aussi au maximum. Alors, on diversifie nos cultures, mais on diversifie nos sources de revenus dans la société. Donc, tu vois, on a l'atelier bovin, mais on a créé un atelier hors sol avec les poules pondeuses repro pour pouvoir pallier à une éventuelle crise Tu diversifies tes risques. Exactement. Comme voilà. un entrepreneur. Voilà. Et du coup, ce qu'on est quand même en train de se dire, c'est que quelqu'un qui est passionné d'élevage comme toi, qui part de zéro, aujourd'hui, c'est quasiment impossible qu'il lance son élevage et qu'il vive de ça, quoi. Parce que s'il a tous les bâtiments à acheter, toutes les pâtures, c'est hyper compliqué pour les installations. En élevage bovin, c'est ultra compliqué. Moi, je sais que l'investissement qu'a généré le bâtiment des poules pondeuses, il n'aurait jamais été possible si jamais mes grands-parents, mon père, mon oncle n'avaient pas travaillé et fait prospérer l'affaire pendant des décennies. Voilà, donc après, dans mon parcours à l'installation aussi, j'ai côtoyé des gens qui partaient de zéro. On appelle ça des hors-cadres familiaux. Voilà, des gens qui partent. Il y en a qui se lancent. Il y en a, alors bien sûr. Mais dans le bovin, c'est quand même relativement compliqué vu les mises de fonds qu'il y a. Voilà, quand on part de rien. Moi, j'ai la chance, j'ai cette chance-là, je le dénigre pas. Mais en bovin, et je pense que c'est part de loin quand on part de rien, quoi, parce que c'est même dangereux des fois, parce que quelqu'un qui se trouve les mains dans l'engrenage avec des marges vraiment serrées et avec des remboursements à assumer après, une fois qu'on a les mains dans le cambouis, on peut plus s'en sortir, quoi. Mais c'est quand même un problème, ça, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont de plus en plus demandeurs d'une viande comme toi, tu l'as fait, c'est-à-dire qui est le fruit d'une agriculture raisonnée. Et en fait, on s'aperçoit que déjà, même toi, au bout de 3 générations, tu es obligé de faire d'autres activités pour te générer des revenus. Mais qu'en plus, je sais pas s'il faut être pessimiste, mais ça veut dire que les installations de jeunes, aujourd'hui, le système, il est mal foutu, quoi, pour eux. En fait, au niveau de la filière bovin-viande, je pense qu'on a une pyramide des âges qui est vieillissante. C'est-à-dire que les éleveurs ont une moyenne d'âge qui est assez âgée. Ouais. Mais par contre, moi je suis sûr que par des initiatives, alors qu'elles soient individuelles ou collectives, je suis sûr qu'on va y arriver, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a une forte demande des gens de mieux consommer. Donc je suis persuadé que demain il y aura de la place pour la qualité. Je suis sûr de mes choix. Alors peut-être que je vais me planter, peut-être qu'on va se planter, mais franchement, je quitterai jamais cette optique de faire de la qualité, de travailler à l'échelle, à taille humaine, de valoriser un territoire, de transmettre notre passion aux gens. Puis voilà, tout le reste, il y a des facteurs qu'on maîtrisera jamais. Mais je pense que si au quotidien, on arrive à organiser tout ça et à mettre en œuvre la qualité au centre du débat, je vous garantis qu'on va gagner, quoi. Il faut que les consommateurs ils vous soutiennent dans cette démarche-là. Parce qu'en plus, ça paraît fou quand on a une vie de bureau comme moi, de se dire que tu t'occupes de vaches, des poules pondeuses, des cultures. Je me demande comment, même à 3, vous arrivez à faire tout ça, quoi. Ça doit être un quotidien de dingue, des fois. Mais voilà, comme je vais le répéter, c'est la richesse de notre métier. Moi, il n'y a pas un matin où je me lève et je me dis putain mince, aujourd'hui il faut aller travailler, alors c'est sûr, il y a des matins plus durs que d'autres, il y a des soirs où quand on se couche,
Voilà, on pense un peu au lendemain. Y a des nuits des fois qui sont un peu courtes parce qu'il y a un vélage de nuit, parce qu'il y a une alarme au bâtiment, parce qu'il y a la fête aussi des fois avec les copains. Donc il y a des matins qui sont un peu compliqués parce que quand on travaille avec du vivant, en fait, le réveil il sonne tous les matins. Hein. Tout ça, ça va continuer et voilà. Et en parlant de fête, Jean, on peut pas se quitter sans parler du salon de l'agriculture. Je crois que c'est emblématique chez les Basta. Là, on est au milieu d'une salle en fait où il y a toutes les coupes et tous les rubans que vous avez gagnés. Qu'est-ce que ça représente pour toi le salon de l'agriculture de Paris? Je crois que tu es monté cette année encore avec, toute la famille est montée avec le taureau de Noé. Ouais. Tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi, ça? Donc le concours général agricole de Paris, il regroupe sur la race blonde d'Aquitaine les 40 meilleurs animaux de la race du moment. Ouais. Donc c'est toujours une grande fierté d'y aller. C'est un moment aussi pour retrouver tous les copains éleveurs de la France entière, voilà, avec lesquels on a plaisir de se retrouver, d'échanger sur nos nouvelles pratiques, notre quotidien, nos souvenirs aussi. Voilà, c'est un petit moment d'évasion. Voilà, donc cette année, tout le monde a eu la chance d'y participer. C'est ça aussi la chance d'être à 3 sur la structure. Donc mon père est monté avec le taureau. On est parti le rejoindre, nous, avec mon cousin Guillaume et mon petit frère Hugo. Et mon oncle a fini le salon. Donc voilà, on s'est relayé. Tout le monde a pu en profiter. C'est très bien, quoi. Et pour vous, c'est une vraie reconnaissance du travail accompli aussi d'être primé au salon, j'imagine, par rapport à tous les efforts que vous fournissez. Bien sûr, mais d'autant plus quand on voit le niveau que toutes les races aujourd'hui arrivent à atteindre. Le niveau génétique, il est énorme, et de faire partie du gratin, du gratin 2020 de la blonde d'Aquitaine. Voilà, bien sûr, on est très fiers, mais à la fois très humbles parce que. Mais voilà, il faut jamais se reposer sur nos lauriers. Faut pas se croire arrivé. Voilà, les non-participations. Il faut toujours les prendre avec du recul, jamais s'enflammer et surtout profiter au maximum pour en faire plein de jolis souvenirs, quoi. Ouais. Et je vais te poser une question que les gens à Paris se posent parce que moi, le salon d'agriculture, tu le sais, on s'y croise là-bas, mais c'est un pèlerinage pour moi aussi. Je propose à mes amis de Paris de m'accompagner. Souvent, ils viennent avec joie, et d'autres me disent, moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir tous ces animaux comme ça enfermés. C'est quoi, toi, ta réponse d'éleveur par rapport à ça, quand les gens préfèrent ne pas aller au salon pour pas voir ça? Ouais, je trouve ça important de faire connaître aux urbains les races françaises, qu'elles soient laitières ou à viande, par le biais d'expositions de bovins, mais de toutes les belles races qu'on a en France, que ce soit les ovins, les caprins, les équins, voilà, on trouve de tout à Paris. Et bon, je trouve que c'est une super vitrine, le salon d'agriculture. Mais en fait, il faut pas que ce soit une vitrine éphémère, voilà. Il ne faut pas que les gens qui viennent à Paris s'achètent une bonne conduite. Voilà, je pense à quelques grosses enseignes qui viennent s'acheter un peu leur bonne conduite pour après, au final, écraser les marges des producteurs tout au long de l'année. En fait, les gens, il faut qu'ils se fassent leur propre idée. Et je pense que ce soit les visiteurs du salon d'agriculture, que ce soit les gens qui s'interrogent sur leur alimentation, il faut se poser les bonnes questions, aller vers les bons interlocuteurs, avoir divers avis. Hein. Moi, j'ai rien. Il peut y avoir des avis extrémistes, mais il peut y avoir des avis modérés. Mais il faut pouvoir peser le pour et le contre. Il faut donner le temps de parole à chacun. Et c'est comme ça qu'avanceront les choses dans le bon sens. Oui, complètement. Et pour finir cette interview, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier d'être agriculteur, déjà, pour démarrer? Ouais. Ce qui me rend fier d'être agriculteur, c'est que je m'épanouis à 200% dans mon travail au quotidien. Mes journées, en fait, se ressemblent jamais. Il y a toujours quelque chose qui se greffe. Qui me rend fier aussi, c'est de faire perdurer l'histoire familiale. Il y a cette notion-là. Ce qui me rend fier également, c'est localement de pouvoir tisser du lien. Là, actuellement, ce qu'on est en train de faire avec nos consommateurs. Ce qui me rend fier également localement, c'est de pouvoir replacer la ruralité au centre des débats, de pouvoir entretenir les paysages aussi, mine de rien, avec notre troupeau de blondes d'Aquitaine. On permet à des prairies d'exister, on permet à des coteaux de subsister. Voilà, c'est tant qu'il y aura ça, un peu de verdure, des vaches, de l'agriculture, de la ruralité, moi je serai heureux.
Voilà. Super. Et la dernière question que j'ai, c'est si les auditeurs, ils ont une question pour toi, où c'est qu'ils peuvent te trouver? Où est-ce qu'ils peuvent me trouver? Au-delà de Arzac, parce que je crois que c'est... Arzac Araziguet est une place forte en France, et je tiens à le rappeler. Non, voilà, moi je suis pas mal actif sur Facebook, donc voilà, moi je m'appelle Jean Basta. J'ai une adresse mail, jean.basta@wanadoo.fr. Puis après, voilà, niveau réseaux sociaux, voilà, je m'arrête à Facebook. Je suis assez actif, mais j'ai pas encore passé le pas de Twitter et d'Instagram. Mais peut-être un jour, mais là, je fais confiance plus à mon petit frère, à mon petit cousin, voilà, qui j'espère nous rejoindront bientôt. Bon, mais parfait. Et merci beaucoup, Jean, de m'avoir reçu dans ta ferme. C'était super sympa. Et puis à bientôt. Ouais, avec plaisir, Louise. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.